Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une, dossier El Guerguerat, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU adresse 2 lettres à l'instance exécutive des Nations Unies. Omar Hilal souligne que l'action menée par les forces armées royales vise à mettre un terme définitif aux violations inadmissibles par le Polisario du désaccord militaire et des résolutions du Conseil de sécurité. Le Conseil de gouvernement réuni aujourd'hui à Rabat adopte le projet de loi concernant la création du fonds Mohamed VI pour l'investissement, l'un des principaux leviers de relance économique au Maroc face aux répercussions socio-économiques de la crise sanitaire du Covid-19. Covid-19, justement, les chiffres du bilan journalier à méditer encore et encore. Ils font état de 45 257 cas actifs. Les nouvelles infections se chiffrent désormais à 4 178 et les nouveaux décès à 80. À suivre également une escale de l'autre côté de l'Atlantique pour parler du scientifique marocain dont le nom ne cesse de briller de mille feux. Notre compatriote Kamal Oudreri vient de recevoir le prestigieux prix exceptionnel de la NASA, le prix le plus convoité dans le domaine des sciences spatiales. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu ce jeudi un appel téléphonique de son frère, Sa Majesté le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, roi du royaume du Bahreïn. Cet appel intervient dans le cadre des liens forts et de l'affection sincère qui lie les deux souverains et en concrétisation de la tradition de concertation continue et de coordination permanente entre les deux rois et en consécration des relations de coopération fructueuse et de solidarité agissante entre les deux royaumes frères. À cette occasion, le souverain de Bahreïn a informé Sa Majesté le roi Mohamed VI de la décision du royaume du Bahreïn d'ouvrir son consulat général dans la ville de l'Aïoun après coordination entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays à ce sujet. Lors de cet appel, le souverain bahreïni Sa Majesté le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa a également salué les décisions prises par Sa Majesté le roi pour sécuriser la circulation des personnes et des biens dans cette partie du territoire marocain qu'est la région d'El Guerguerat au Sahara marocain. Il a également félicité Sa Majesté le roi pour la réussite de cette opération et la réouverture du passage à la circulation sécurisée des personnes et des biens du Royaume du Maroc vers les pays d'Afrique subsaharienne. Sachez également que Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République du Niger, Issoufou Mohamedou, suite au décès de l'ancien président nigérien Mamadou Tandja. Dans ce message, le souverain affirme conserver du président Tandja, le souverain d'un homme d'État patriote engagé pour l'unité de l'Afrique. Ensemble, nous avons contribué au renforcement des liens séculaires de fraternité et de solidarité maroco-nigérienne, souligne également le souverain dans ce message. Dossier d'El Guerguerat, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU, Omar Hilal, a informé les membres du Conseil de sécurité des derniers développements dans la région. Omar Hilal a mis l'accent sur l'intervention marocaine et salutaire, couronnée de succès grâce aux efforts des forces armées royales au niveau de ce passage frontalier. Cette opération a permis de mettre fin au blocage causé par les milices du Polisario et de rétablir la circulation civile et commerciale au niveau de cet axe routier reliant le Maroc et la Mauritanie, a précisé Omar Hilal dans 2 lettres adressées à l'instance exécutive des Nations Unies. Les développements tout de suite avec Nisril Hamdaoui. Dans les 2 lettres adressées à l'instance exécutive des Nations Unies, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU souligne que l'action menée par les forces armées royales vise à mettre un terme définitif aux violations inadmissibles commises par le Polisario, du cessez-le-feu, des accords militaires et des résolutions du Conseil de sécurité. L'intervention salutaire des forces armées royales a donc permis de restaurer la libre circulation dans le passage d'El Guerguerat. Et à Omar Hilal de préciser qu'elle s'est déroulée de manière pacifique, sans aucune menace ou atteinte à la vie et à la sécurité des civils. Notant que l'action a eu lieu en présence de la MINURSO, qui l'a observée entièrement. Aucune victime n'a donc été enregistrée durant cette action non offensive et sans aucune intention belliqueuse, insiste M. Hilal.
Cette action légitime menée par le Maroc a été unanimement et grandement saluée par le peuple marocain dans toutes ses composantes, particulièrement les populations du Sahara. Elle a également reçu un soutien fort et agissant de la part de la communauté internationale, souligne Omar Hilal, tout en précisant qu'un grand nombre de pays africains, arabes, européens, latino-américains, caribéens et autres, ainsi que des organisations internationales et régionales, l'ont unanimement soutenu. Dans ses lettres, l'ambassadeur a également informé les membres du Conseil de sécurité du contenu de l'entretien téléphonique qu'a eu Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, le 16 novembre dernier, au sujet des derniers développements de la question du Sahara marocain, notamment la situation dans la zone d'El Guerguerat. Entretien au cours duquel Sa Majesté le Roi a souligné qu'après l'échec de toutes les tentatives louables du secrétaire général, le Maroc a pris ses responsabilités dans le cadre de son droit le plus légitime et a rétabli la situation à El Guerguerat, réglé définitivement le problème et restauré la fluidité de la circulation dans cette zone entre le Maroc et la République islamique de Mauritanie. Sa Majesté le Roi a réaffirmé à M. Guterres l'attachement constant du Maroc au cessez-le-feu. Avec la même force, le Royaume demeure fermement déterminé à réagir avec la plus grande sévérité et dans le cadre de la légitime défense contre toute menace à sa sécurité et à la quiétude de ses citoyens. Sa Majesté le Roi avait assuré le secrétaire général de l'ONU que le Maroc continuera à soutenir ses efforts dans le cadre du processus politique. Celui-ci devrait reprendre sur la base de paramètres clairs impliquant les véritables parties à ce différend régional et permettant une solution réaliste et réalisable dans le cadre de la souveraineté du Royaume. Et dossier d'El Guerguerat toujours, les réactions internationales se poursuivent à travers le monde. Elles sont unanimes et saluent l'intervention décisive et pacifique menée par le Royaume pour débloquer la situation et restaurer la libre circulation des personnes et des marchandises dans cet important point de passage frontalier. Les nouvelles réactions émanent de plusieurs eurodéputés et de parlementaires belges également, ainsi que des membres du Comité européen pour le soutien du plan d'autonomie au Sahara marocain. Le point tout de suite avec Zakaria. À Bruxelles et à Strasbourg pour commencer, plusieurs eurodéputés et d'éminentes personnalités politiques européennes ont adressé un appel aux représentants aux affaires étrangères de l'Union européenne pour soutenir le Maroc dans ses efforts afin de garantir le libre passage des biens et des personnes dans la zone démilitarisée d'El Guerguerat. Des parlementaires européens appartenant au Parti populaire européen, aux socialistes et démocrates, à Renew Europe, ainsi que plusieurs personnalités politiques ont appelé le haut représentant aux affaires étrangères Joseph Borrell à soutenir la relance des pourparlers de paix sur la question du Sahara sous l'égide de l'ONU, rapporte le portail d'information EU Political Reports basé à Bruxelles. Ces députés de différentes tendances politiques ont exprimé leurs inquiétudes face à la montée des tensions après la violation de la zone démilitarisée par les milices armées du Polisario. Ils se sont félicités de la mise en place d'un cordon de sécurité par le Maroc, permettant la réouverture du poste frontière d'El Guerguerat, seul point de passage entre l'Europe, le Maroc et l'Afrique subsaharienne, où transitent plus de 4 millions de tonnes de marchandises par an, une bouée de sauvetage économique vitale pour la région, et un lien stratégique entre l'Europe, le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Pour sa part, le Comité européen pour le soutien du plan d'autonomie au Sahara a appelé l'Union européenne à encourager les efforts onusiens visant à trouver une solution politique basée sur la proposition marocaine d'autonomie. Dans une lettre adressée par le comité aux représentants de l'UE pour la politique étrangère et la sécurité, Joseph Borrell, et à différents responsables à la Commission et au Parlement européen, le comité lance un appel aux autorités européennes compétentes en vue d'appuyer pleinement les démarches menées par le Maroc afin de garantir la libre circulation des personnes et des biens dans la zone d'El Guerguerat et d'encourager les efforts onusiens visant à trouver une solution politique définitive, juste, pragmatique et durable, basée sur le plan d'autonomie élargi en respect de l'intégrité territoriale des États. Autre réaction de soutien,
celle du groupe des compétences marocaines au Grand-Duché de Luxembourg, qui souligne son soutien ferme et inconditionnel à l'opération courageuse et déterminée menée dans le respect de la légalité internationale par nos vaillantes et valeureuses forces armées royales, afin de restaurer et préserver la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens à El Guerguerat. En France, un collectif d'associations maroco-françaises a salué l'intervention ferme, pacifique et limitée menée par les forces armées royales le 13 novembre dernier, dans le strict respect de la légalité internationale, pour établir l'ordre, assurer la libre circulation des biens et des personnes et garantir leur sécurité dans la zone frontalière d'El Guerguerat. L'opération marocaine à El Guerguerat a été également saluée à la Commission des relations extérieures de la Chambre des représentants de Belgique. Et nous restons à Bruxelles où est basée l'ONG C3M. L'organisation regroupe plus de 500 compétences médicales des Marocains du monde. C3M a dénoncé les actes, et je cite, dangereux et irresponsables des miliciens du mouvement séparatiste du Polisario visant à modifier le statu quo et à déstabiliser la région. Et justement, nous avons avec nous en direct de la capitale belge par Internet le président de cette ONG, Samir Kaddar. Docteur Kaddar, bonsoir. En quelques mots, le réseau des compétences médicales à l'étranger entame une campagne pour éclairer l'opinion européenne sur les agissements graves du Polisario et qui menacent la paix dans le monde. Comment est menée cette campagne, docteur ? Écoutez, merci pour l'invitation. L'organisation internationale C3M est fondée depuis 2012. Elle regroupe plus de 500 compétences médicales de par le monde. À la suite de ce problème-là, donc au niveau des provinces du Sud, nous avons donc émis notre opinion qui est ferme donc auprès de l'opinion publique, où nous soutenons l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, qui s'étend à l'instar quand même donc de nos compatriotes marocains. Ce royaume il s'étale de Tanger à Guéran, et toute action qui viendrait ébranler de loin ou de près cette unité territoriale, nous la critiquons donc fortement et nous la blâmons, nous la rejetons en bloc, et nous soutenons donc d'une manière indéfectible les actions de nos autorités sur place, et en aucun cas nous pouvons imaginer une frontière autre que la frontière maroco-mauritanienne. Merci, docteur. Nous vous retrouvons tout à l'heure, docteur Samir Kaddar, pour un éclairage sur la situation, cette fois-ci épidémiologique Covid-19 en tant qu'anesthésiste et réanimateur. Veuillez rester avec nous en ligne, docteur. Adoption aujourd'hui en Conseil de gouvernement du projet de loi concernant la création du fonds Mohamed VI pour l'investissement. Ce fonds jouera un rôle clé dans la concrétisation du plan de relance économique. À l'ère du Covid, les défis, vous le savez, sont immenses. Il est question de redoper les secteurs vitaux touchés par cette crise sanitaire inédite. À leur tête, le tourisme, l'industrie et l'agriculture également. L'objectif est également de booster la création d'emplois. Mohamed Louahibi et Manablo. C'est le projet de loi phare de ce Conseil de gouvernement, le projet de loi portant création du fonds Mohamed VI pour l'investissement. La création de ce fonds s'inscrit dans le cadre des hautes instructions royales contenues dans le discours du trône du 29 juillet dernier. Sa Majesté le Roi y a fixé les grandes orientations stratégiques à mettre en application pour faire face à la crise que traverse le Maroc en raison de la pandémie du coronavirus. Le fonds Mohamed VI pour l'investissement est un des principaux leviers de relance économique. Son rôle est en effet central, avec un champ d'intervention assez large qui repose sur plusieurs axes. Premièrement, il contribuera au financement de grands projets d'investissement et de leur accompagnement à l'échelle du Royaume dans le cadre de partenariats avec le secteur privé.
Deuxièmement, il s'agit de la contribution à travers les fonds sectoriels aux capitaux des PME. Troisièmement, la contribution de manière directe au capital des grandes entreprises publiques et privées s'activant dans les secteurs que le fonds considère comme prioritaires. Quatrièmement, la préparation et la mise en place de mécanismes de financement structurel pour trouver des solutions au financement des entreprises dans le domaine de priorité. Enfin, la contribution à la préparation de projets d'investissement et à leur architecture financière à l'échelle nationale et territoriale en vue de faciliter les conditions de leur financement. L'opérationnalisation effective du fonds aura lieu dans les semaines à venir. Les secteurs prioritaires ne sont autres que la restructuration industrielle, l'innovation, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures, l'agriculture et le tourisme. Les critères de sélection des projets reposeront principalement sur l'impact sur l'emploi. À présent, le bulletin quotidien des indicateurs de la situation épidémiologique. 4178 nouvelles infections enregistrées pendant ces dernières 24 heures, 5312 guérisons et 80 décès. Le total des cas actifs est de 45 257 dans 1041 cas graves et critiques, 163 enregistrés pendant ces dernières 24 heures. 430 patients sont sous respiration artificielle, auxquels s'ajoutent malheureusement 88 personnes qui sont intubées. Docteur Samir Kaddar, rebonsoir et bienvenue encore une fois sur notre antenne. Vous êtes, je le rappelle, anesthésiste et réanimateur exerçant dans la capitale belge Bruxelles. Docteur, nous parlons de dizaines de milliers de cas actifs, de plus d'1 millier de cas graves et critiques et de fortes pressions sur le système de santé allant jusqu'à la saturation des services de réanimation dans certaines villes du royaume, comme à titre d'exemple Casablanca ou encore Rabat. Quelle lecture faites-vous de cette situation épidémiologique d'abord, docteur Samir Kaddar? Oui, écoutez, malheureusement, donc c'est le constat actuel. C'est un constat assez regrettable qui fait de telle sorte que nous avons une pression donc, sur le système sanitaire marocain et surtout les services de soins intensifs, notamment au niveau des deux grandes villes, Rabat et Casablanca. Malgré tous les efforts qui ont été fournis, il faut dire que cette pression est aussi pesante vu qu'il y a un certain nombre au niveau des ressources humaines. C'est un système qui est fragilisé avec des ressources humaines, je ne vais pas dire faibles, mais moins nombreuses. Et aussi au niveau du basique en fait, et des matériaux etc. nécessaires, notamment au niveau de la réanimation en dehors des deux villes. Il est donc plus que urgent donc de venir à une solution. Donc en plus de tous les gestes barrières et tous les mesures quand même de prévention, il est urgent quand même de trouver une solution. Docteur Kaddar, la propagation du virus est toujours forte malgré les mesures barrières que vous évoquiez tout à l'heure qui sont plus ou moins respectées au Maroc. Est-ce vraiment le vaccin et uniquement le vaccin qui fera freiner l'épidémie? C'est une grande question. Donc, il faut pas se tromper. Le vaccin, effectivement, donc ça va jouer donc un rôle très important. Et c'est la course maintenant, même à l'international. C'est une course contre la montre pour trouver un vaccin donc le plus rapidement possible et le mettre sur le marché. Mais il faut quand même une phase de transition, donc où il faudrait absolument insister sur ces gestes barrières et ces éléments donc préventifs au niveau de la vie courante. Donc ça ne veut pas dire le vaccin une fois arrivé, ça ne veut pas dire que la maladie c'est fini. Et donc à ce moment-là, on va retirer les masques, on va vivre comme on vivait donc en 2019.
Non, vaccin et geste barrière, docteur Samir Kaddar. Le Maroc, puisqu'on parle de vaccin, lancera pendant le mois prochain une campagne massive de vaccination qui s'étalera sur 3 mois, avec pour objectif de couvrir 80% de la population marocaine. C'est très ambitieux au moment où dans plusieurs pays européens, ce genre de programme est planifié pour débuter en 2021, un mois après le Maroc. Votre commentaire, docteur ? C'est une action qui est quand même qu'on peut saluer. C'est une primauté comme à l'accoutumée. Donc le Maroc, comme pour au début de la crise, cette crise sanitaire, là aussi, il est parmi les premiers pays, voire même le premier pays, à se lancer dans la préparation d'une campagne vaccinale. Encore une fois, c'est pas quelque chose de facile. Il s'agit d'une pandémie, c'est au-delà de l'épidémie. C'est pas quelque chose de facile et ici je veux insister sur la logistique. La logistique sur le plan national, c'est une action qui est complexe et qui est très lourde et il faut la préparer nettement à l'avance. Et je crois que le Royaume a fait ça à temps et donc on sera vraiment à temps pour la vaccination dans les semaines qui viennent. Docteur Kaddar, le Maroc a opté pour cette campagne de vaccination pour un vaccin et une formule vaccinale dite old fashion, ancienne génération, classique donc, puisqu'elle est obtenue à partir d'un Covid-19 inactivé. Vous-même, vous ferez vacciner par le vaccin du géant chinois Sinopharm, docteur Samir Kaddar? C'est une bonne question. Donc on dirait que vous avez le vaccin dans votre sac. Je me ferai vacciner par vous si vous voulez. À mon avis, vous allez faire une bonne infirmière comme vous l'êtes en tant que journaliste. Écoutez, donc quand il s'agit d'un problème de santé publique, on ne traite pas l'individu, on traite une population. Entière. Une population entière, et là, la situation est encore plus sérieuse. Donc, il faudrait qu'on va... Moi, je travaille en réanimation, en soins intensifs. J'ai vu mes collègues à moi qui ont été infectés, intubés, ventilés sur le ventre. Donc, comment faire devant une situation pareille? Moi, je crois, à un certain moment, il faut prendre une décision. Ceci dit, pour le personnel soignant, et moi j'en fais partie, donc on est déjà en contact avec des maladies infectieuses diverses et des maladies virales aussi. On est déjà vacciné, et on se fait vacciner plus facilement. Vous êtes en toute première ligne, évidemment. Docteur Kaddar, vous exercez à Bruxelles et vous êtes, je rappelle, votre deuxième casquette, président du réseau des compétences médicales des Marocains du monde. Et quelle a été l'ampleur des infections au Covid-19 au sein des communautés marocaines vivant en Europe ? Ça c'est malheureusement, malgré tous les appels, malgré avec insistance, etc. Donc nos communautés marocaines à l'étranger, ils restent surtout dans certains quartiers, mais ils restent confinés entre eux-mêmes et ils ne respectent pas vraiment les distanciations. Donc je ne vais pas généraliser, mais quand même on essaye donc de les sensibiliser pour mieux faire. Malheureusement, on a décrit quand même un taux de mortalité qui est assez élevé dans... Justement, est-ce que vous avez des chiffres concernant nos Marocains du monde, en Europe surtout? Non, j'ai pas de chiffres exacts, mais il y avait quand même, on a dénombré il y a quelques mois une centaine de morts déjà, donc parmi notre communauté ici en Belgique. Des chiffres qui sont tristes, docteur. Merci, docteur Samir Kaddar, d'avoir été avec nous. Merci de cet éclairage. Et justement, on en parlait, le Covid-19 a endeuillé des millions de familles à travers le monde pour éradiquer la pandémie. Les annonces successives des campagnes de vaccination à travers les 4 coins du globe nourrissent beaucoup d'espoir. L'information alimente tout naturellement les colonnes des journaux et magazines, que ce soit en Asie, en Europe ou encore en Amérique du Sud. Une revue de presse express réalisée par Mohamed El-Chgab. Regardez. Commençons ce tour d'horizon par la Chine, où le site institutionnel multilingue chinois french.china.org.cn rappelle qu'hier déjà le groupe Sinopharm, le fabricant leader de vaccins en Chine, a annoncé avoir déposé une demande de commercialisation de son vaccin contre le Covid-19 auprès des autorités chinoises.
Dans les pays arabes, citons à titre d'exemple le site électronique bahreïni GDN Online qui titre ce jeudi « Les 2 millions de tests Covid menés au Bahreïn », faisant allusion à l'approche de la mise en œuvre des campagnes de vaccination contre le Covid-19. En Europe, France Info Afrique rapporte que le Maroc prendra possession en décembre de 10 millions de doses du vaccin chinois Sinopharm, à raison de 2 doses par personne. Dans un intervalle de 21 jours, le Maroc envisage de vacciner 5 millions de Marocains considérés comme prioritaires. France Info souligne que le vaccin pour lequel a opté le Maroc est considéré comme étant l'un des plus avancés des 200 projets de recherche de vaccins lancés dans le monde. Et ajoute que le Maroc, qui a une industrie du médicament, compte pouvoir fabriquer lui-même le vaccin après avoir reçu les autorisations. Quant à la chaîne française de télévision CNews, elle rapporte que l'Agence européenne du médicament prévoit une distribution du vaccin Pfizer dès janvier 2021 si les données sont solides. L'Agence européenne du médicament qui avait reçu vendredi dernier les premières données cliniques de Pfizer pour son vaccin. Pour le journal Les Inspirations Écho, il souligne dans sa une que la démarche marocaine est plébiscitée. Aux Émirats Arabes Unis, le quotidien Gulf News souligne la prochaine campagne de vaccination contre le Covid-19, mais du point de vue des opportunités financières qu'offrent ces campagnes en titrant que l'acquisition d'actions liées au vaccin offre l'opportunité de surfer sur la prochaine embellie financière aux Émirats Arabes Unis. Des campagnes de vaccination anti-Covid seront menées en Argentine et au Pérou. En Argentine d'abord, le comité de vaccination, souligne la presse de ce pays, comité présidé par le chef d'État, a tenu sa première réunion avant-hier et a décidé que le gouvernement argentin lance la campagne de vaccination durant la première quinzaine de janvier prochain. 12 millions d'Argentins sont considérés comme des groupes à risque et les mineurs ne sont pas concernés par cette campagne de vaccination à moins qu'ils présentent des comorbidités, précise la presse argentine. L'Argentine qui a signé des contrats avec la Russie, Sputnik 5 et Pfizer qui seront les premiers à livrer leur vaccin, mais aussi avec Oxford AstraZeneca pour l'acquisition de 22 millions de doses. Enfin, le Pérou, ce pays recevra plus de 23 millions de doses de vaccins grâce aux négociations avec Pfizer et au mécanisme COVAX en prévision du lancement de la campagne en janvier 2021. Bientôt 3 décennies qu'il conçoit, dirige et exploite des missions dans l'espace sous la coupole de l'Agence spatiale internationale. Sa dernière innovation, le très ingénieux Cold Atom Laboratory. Kamel Woudriri vient d'être sacré du prix 2020 des sciences spatiales, une énième consécration qui vient s'ajouter au palmarès déjà étoffé du scientifique marocain. Mariam Messi pour le commentaire. Roughly 68% of the universe is dark energy. About 27% makes up dark matter. So all we know is less than 5%. Déchiffrer le mystère des 95% restants, c'est la mission enthousiaste à laquelle se livre notre compatriote. 95% of what surrounds us continues to be a mystery. Cela fait maintenant 2 ans que Kamel Woudriri chapeaute le Cold Atom Laboratory, premier laboratoire de physique quantique installé dans l'espace. Sous son aile, une équipe de scientifiques aguerris, dont 3 lauréats du prix Nobel. Leur génie combiné est à l'origine d'une expérience spatiale inédite, celle de créer l'environnement le plus froid connu de l'univers naturel. L'idée essentielle de ce laboratoire est d'examiner les phénomènes quantiques puisqu'il ouvre des recherches scientifiques dans divers domaines importants comme la nature de la gravité quantique, la matière noire et l'énergie noire. L'une de ces prouesses révolutionnaires qui devrait à terme redessiner les frontières de l'univers. Le Cold Atom Laboratory a bien valu à son fondateur la distinction de l'American Institute of Aeronautics and Astronautics, la plus convoitée dans le domaine des sciences spatiales.
Je suis très heureux d'apprendre que l'Institut américain d'aéronautique et d'astronautique, le AIAA, a accordé le prix 2020 en sciences spatiales à mon laboratoire, le Cold Atom Laboratory, qui se trouve dans la station spatiale internationale depuis 2018 et qui est aussi connu pour créer l'environnement le plus froid dans l'univers, puisqu'on a gelé un gaz jusqu'à une valeur qui est à peu près 100 millions de fois plus froide que la température de l'espace. Un sacre qui vient couronner plus de 25 ans de conquête interplanétaire. Et c'est loin d'être une première. Kamal Oudriri compte à son actif de nombreuses croisières pilotées à des millions de kilomètres de la Terre. Curiosity, Rovers, Spirit, Opportunity et Perseverance. Des projets d'exploration de Mars pour lesquels l'éminent scientifique marocain a glané une myriade de récompenses, dont la prestigieuse médaille du service exceptionnel de la NASA. Un fameux parcours au pays de l'oncle Sam. Mais dans les veines de Kamal Oudriri ne cessera de couler le sang marocain. Effectivement, une fierté incommensurable pour tous les Marocains. À présent, cette triste nouvelle, une belle voix marocaine s'est éteinte aujourd'hui. À 72 ans, le grand artiste Mahmoud Idrissi tire sa révérence des suites du Covid-19. Le défunt a été admis en début de semaine dans une clinique privée à Casablanca après une sérieuse aggravation de son état de santé. Le Maroc vient donc de perdre l'un des symboles de la chanson marocaine. Au fil de sa carrière artistique qui a débuté en 1964, Mahmoud Idrissi a étoffé le répertoire de la chanson marocaine avec des œuvres éternelles entonnées par tous les Marocains, et des chansons comme Sa'a Saïda, Mouhalin Sakelbel ou encore Aichi Yabladi. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Et c'était le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.